Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur une thématique qui est très récurrente sur ma chaîne, à savoir la gestion des données, surtout la sauvegarde des données. Puisque quand on auto-héberge certains de ces services, comme c'est mon cas ici avec mon NAS dans lequel j'ai mis toutes mes données personnelles, photos, vidéos, documents et compagnie, évidemment on n'a pas envie de les perdre, soit pour un défaut matériel, la machine tombe en panne, un disque tombe en panne, soit pour un défaut humain, ne serait-ce que je fais une mauvaise manipulation, je supprime par mégarde un fichier, un dossier, des choses comme ça. Et donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur cette thématique, puisque je vous avais présenté il y a quelques temps de cela, il y a un bon moment déjà, une vidéo qui vous expliquait les bases d'une bonne sauvegarde, en fait, comment s'y prendre pour planifier sa sauvegarde, quel est le flux en fait de choses à faire pour extraire des données d'une de vos machines, que ce soit un ordinateur portable, un ordinateur fixe, un smartphone comme j'ai là, venir automatiquement enregistrer ça par exemple sur votre NAS, et ensuite que cette machine fasse le nécessaire pour mettre en sécurité les données. Et dans mon cas de figure, ce que j'ai choisi comme solution pour mettre en sécurité mes données, c'est le service qui s'appelle Duplicati, que je vous ai mis ici à l'écran, et dont on va parler dans cette vidéo. Duplicati, dont le principe est d'avoir des tâches de sauvegarde. Il prend des sources et il les envoie vers des destinations en faisant des opérations de sauvegarde. Alors ça peut être soit des sauvegardes incrémentales, soit des sauvegardes complètes, ça peut être avec du chiffrement, en découpant les archives. Il fait tout pour vous, et ses cibles, ça peut être évidemment soit des machines locales à votre installation, donc d'un disque à un autre disque de cette machine, soit d'un disque de cette machine à un autre disque d'une autre machine, via du FTP, du SFTP, de la copie plus ou moins avancée. Mais ça peut être aussi à distance, comme je le fais ici sur l'installation que je vous montre là. Par exemple, ici j'ai du Amazon S3, donc c'est un service eDrive E2, donc c'est un stockage cloud mais spécifique pour la sauvegarde de données. Et donc moi j'utilise ça pour aller externaliser mes sauvegardes et pour mettre en sécurité mes sauvegardes. Donc il y a du chiffrement, du stockage externe, plein de choses comme ça. Donc je m'appuie sur Duplicati, évidemment il y a plein d'autres moyens de le faire. Moi c'est celui que j'ai retenu, c'est celui que j'ai déployé il y a pas mal d'années, qui me donne entière satisfaction, qui ne m'a jamais fait défaut. Quand j'ai eu des soucis, il a réussi sans souci à venir récupérer les données, les restaurer, et également, ça c'est du bonus mais je vous conseille de le faire régulièrement, vérifier que ce que vous faites fonctionne. Donc mettez-vous volontairement en panne, ne créez pas une grosse panne, mais vérifiez que les données qui viennent de vos machines, que vous avez externalisé tout ça, vous pouvez les récupérer, vous avez bien les mots de passe pour pouvoir les déchiffrer, et que les données en elles-mêmes sont bien celles que vous attendiez, que vous vous êtes pas trompé dans la sélection et tout ça des sources. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc Duplicati, comment on le déploie. Je vais utiliser du Docker, comme d'habitude. Je vais le déployer sur une machine, ici, mon petit Home Lab, donc juste pour vous montrer très rapidement comment on le fait, et je vous montrerai la configuration que j'ai sur une de mes machines de production. Et puis j'espère que ça vous sera utile pour compléter donc la série de vidéos sur la sauvegarde des fichiers que vous avez chez vous. Je vous le répète, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement critique à partir du moment où on auto-héberge ces données. Il faut absolument s'assurer que ces données sont en sécurité. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que Duplicati? Et je dois avouer que pour moi c'est un petit peu nébuleux parce que j'utilise pas toutes les variantes de Duplicati. Duplicati à la base c'est un logiciel qu'on peut installer sur les machines, donc machines macOS, Windows, Linux, et qu'on peut faire tourner donc sur ces machines pour aller sauvegarder les différents postes, par exemple, d'une organisation. Et donc, Duplicati existe sur ces machines. Il y a une compagnie qui est adossée à ce logiciel, qui a une roadmap très très bien détaillée, et il est en version à la fois gratuit ou payant. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'a rien à voir avec tout ça, même si par exemple, la roadmap, et on voit la liste des fonctionnalités qui vont être ou qui ont été ajoutées à Duplicati, et partagée avec la version Docker donc, que je vais vous présenter. Le logiciel en lui-même n'est pas exactement le même, puisque vous n'aurez pas accès à ce type d'interface et tout ça. On est sur une version qu'on fait tourner dans un environnement Docker. C'est un serveur web qui va pouvoir derrière vous sauvegarder vos données. Et les choses qui sont très intéressantes avec Duplicati, c'est que c'est un open source et qu'il est gratuit. Et il est open source et gratuit, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est intégré avec énormément de services très connus sur le marché. Par exemple, des technologies Amazon S3, donc c'est une manière d'interagir avec du stockage. C'est aussi utilisé, vous avez des eDrive E2 par exemple, qui sont eux aussi
dans l'esprit similaire à de l'Amazon S3. Donc des stockages au long terme, avec des notions de blocs de stockage, des choses comme ça. Donc c'est possible d'utiliser ça, mais vous pouvez aussi le connecter à un serveur FTP, à du Google Cloud, à du Dropbox, à plein d'outils. Et vous les voyez ici, c'est même pas exhaustif. Tout un tas de choses qui vous permettent derrière d'aller sauvegarder vos données quelque part. Et même le fameux Backblaze qui est très intéressant si vous voulez faire du stockage avec énormément de volume de données. Alors avant d'aller trop loin, je vous rappelle que si une approche, quelque chose que je vous présente ne vous intéresse pas, vous avez toujours, et j'avais créé une vidéo dédiée là-dessus, le service Alternative2, qui est un réseau social qui vous permet de trouver des alternatives aux applications que vous utilisez. Donc si Duplicati vous interpelle mais ne vous intéresse pas tel quel, vous avez la possibilité d'aller consulter sur Alternative2 la fiche du produit Duplicati. Vous en saurez plus sur l'histoire de Duplicati, comment il a été créé, mais aussi sur les alternatives. Et les alternatives de Duplicati, vous avez par exemple Airclone, AirSync et d'autres logiciels comme Timeshift. Donc vous avez des possibilités d'utiliser autre chose. Moi, c'est la proposition que je vous fais parce que c'est ce que j'utilise. C'est un logiciel qui me plaît énormément et donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. La variante de Duplicati que je vais vous montrer, c'est pas du tout celle qu'on voit dans les écrans qui sont là. C'est la variante qui est maintenue par Linux Server IO. Linux Server IO, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une équipe qui a pour objectif de standardiser et de maintenir avec un haut niveau d'engagement et de qualité des images Docker. Et donc, ils ont une image Docker Duplicati qui est très facile à déployer et qui est aussi très bien documentée. Je en profite pour vous rappeler que en aucun cas et à aucun moment mes vidéos ne se substituent à la documentation associée au service que je vous présente. Donc, si vous voulez avoir un truc juste, correct et surtout à jour, lisez les documentations que je vous montre, en particulier le dépôt GitHub, et on verra aussi la page de Linux Server IO qui est très complète. Parce que, évidemment, à partir du moment où je publie la vidéo, les images vont changer, les configurations peuvent changer, elles ont changé pour Duplicati relativement récemment, et donc forcément, il faudra vous remettre au goût du jour. Donc c'est une image donc open source, gratuite, communautaire, donc je dirais très engageante en termes d'approche, avec un petit serveur web, donc là encore très pratique à prendre en main, très facile d'utilisation et très rapide pour y intégrer vos différents moyens de stockage. Donc ça reprend les différentes informations que je vous avais données, et si vous allez directement sur la page du dépôt GitHub, vous aurez ici le Docker Compose d'exemple qui vous permettra de configurer Duplicati. Donc c'est celui-là en gros que je vais vous présenter pour vous expliquer vite fait pour comment moi je le configure, les petites adaptations que je fais et pourquoi je les fais. Ensuite, ce sera à vous de voir, parmi tout ce que je vous propose, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Donc vous avez plein d'informations, dont le paramétrage qui vous explique dans le détail, toutes les petites histoires en fait de chiffrement, de clés, de mots de passe, de choses comme ça, pour bien comprendre comment fonctionne tout l'environnement et tout le déploiement de Duplicati. Donc voilà en ce qui concerne Duplicati en tant que tel. Il y a la page Linux Server IO qui reprend à peu près les mêmes informations, donc ça dépend en fait comment vous voulez lire, c'est en gros le dépôt GitHub, mais c'est un peu plus mis en forme. Et à gauche, vous avez la liste de tous les conteneurs maintenus et gérés par Linux Server IO, il y en a un paquet, et ils font vraiment un effort considérable pour les avoir bien à jour. La version que je vais vous montrer, on va la déployer dans un environnement virtualisé, ici. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai la version que j'ai en production, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a des informations un petit peu confidentielles, donc je ne peux pas tout vous montrer, mais pour vous expliquer comment moi je l'ai personnalisé à mes besoins, et comment vous pourrez vous personnaliser vous-même Duplicati à vos besoins. Juste pour avoir un petit peu de contexte sur la machine que je vous présente, mais vous pouvez le déployer sur votre propre environnement Docker. Moi, je vous le montre en virtualisé, avec un conteneur LXC, donc un conteneur Linux, parce que c'est plus simple de vous montrer ça comme ça, et puis ça isole démo par démo, en fait ça me permet d'avoir des environnements que je peux facilement recréer, cloner et compagnie. Cette machine, en termes de ressources, a des particularités, dont un point de montage qui s'appelle /big, c'est l'endroit où je vais aller stocker les backups. Donc si vous voyez /big, vous pourrez faire le lien, c'est un mount point, et donc c'est un point de montage d'un disque de 32 Go sur lequel, pour la démo, je ferai j'enverrai les backups là-dedans. Sur cette machine, qui est une machine Linux assez classique, autrement dit, j'ai Docker qui est installé, Portainer d'installer. Si vous voulez savoir comment on installe Docker Portainer sur une machine, évidemment, j'ai aussi une vidéo dédiée là-dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, sur cet environnement, j'ai en plus une stack que j'ai pré-créée, mais que je n'ai pas déployée encore, qui concerne en fait Duplicati, pour vous expliquer en gros comment moi je le déploie. Alors vous allez voir que
Ici, le Docker Compose, puisque ça s'appelle Stack dans Portainer, mais c'est en fait un Docker Compose, il est très très proche de l'exemple documenté que je vous ai indiqué. C'est juste qu'ici, j'y mets à peu près tout ce que j'utilise d'habitude. Donc, on a un seul service qui est déployé qui s'appelle Duplicati. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est plus simple de le nommer du nom de l'image ou du service que vous déployez. Donc l'image, c'est la latest de Duplicati. Si vous vous demandez pour suivre les images de Duplicati, vous avez les releases chez Linux Server. Et donc la latest, c'est la latest de l'infrastructure que vous utilisez. Donc moi, ce sera probablement celle-ci. Donc une Duplicati V2. Donc c'est une 2.1.02 bêta, elles sont toutes bêta, hein. Ça fait des années que Duplicati en bêta, ne vous en inquiétez pas, c'est très stable, ça fonctionne bien, mais c'est toujours tagué bêta. Donc elle date du 29 novembre, et c'est une LS227, LS227 c'est l'image de l'image de base Linux Server en version 227. Voilà, en fonction ensuite de vos canaux, vous avez des canaux de développement si vous voulez tester les versions très récentes de Duplicati, mais la version, on va dire, stable, elle est bêta. Je ne sais pas pourquoi ils restent en bêta, peut-être qu'ils ne veulent pas avoir une version 2 non bêta, mais en tout cas, ne vous en inquiétez pas, c'est pas grave si c'est du bêta. Ça fait des années que je tourne en production avec ces versions bêta, elles sont extrêmement stables, extrêmement fiables jusqu'à présent. Donc, on prendra les tests. Conteneur name Duplicati, ça c'est juste pour être sûr que le conteneur qui va être créé par ce Docker Compose soit du même nom. En termes d'environnement, vous avez vu user ID, group ID à définir. Moi, je le fais définir dans des variables. Ça me permet de ne pas avoir les valeurs qui apparaissent ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on vous conseille d'utiliser l'utilisateur Docker. Donc, si je me connecte sur cette machine, je vais vous montrer comment on récupère cette information-là très vite. Donc je suis connecté sur l'utilisateur de base de cette machine, et si je fais ID ici, on voit que l'utilisateur, il est du ID 1000, groupe ID 1000, et il est dans le groupe Docker, c'est un sudoer. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer l'information à saisir ici. Mais moi si je fais ça, ça ne marchera pas, ça ne marche pas non plus sur ma machine en production, parce que j'ai certains répertoires qui sont des répertoires qui sont tenus par le super utilisateur, donc un utilisateur root. Et donc j'ai des problèmes de prise de ressources, les fichiers peuvent être verrouillés ou les fichiers ne peuvent pas être écrits, donc je fais tourner personnellement Duplicati en tant que super utilisateur. Donc je lui mets un process, un PUID en fait 0 et un groupe ID en fait 0, qui se trouve être celui de root. Donc ça c'est mon choix personnel. La time zone, je mets toujours une time zone locale. Je vais vous montrer de toute façon les variables d'environnement, on va regarder ça dans un instant. Ce qui est très important, et c'est des variables qui sont assez nouvelles, vous avez une encryption key qui est maintenant, je crois, obligatoire, qui n'était pas avant, qui va servir à chiffrer le fichier en fait de réglage de Duplicati pour le protéger. Donc il faudra spécifier une variable d'environnement. Et une variable d'environnement qui s'appelle web service password, mais qui est transmise en variable d'environnement au conteneur Duplicati. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Duplicati __. Donc elle passe à travers Docker, elle est transmise au conteneur pour être utilisé en tant que web service password dans le conteneur, et c'est le mot de passe ici qui va vous servir de mot de passe pour ouvrir l'interface utilisateur, avec un utilisateur unique dans le cas de figure ici. Ensuite les volumes, c'est important, les volumes ce sont les montages sur la machine, l'endroit où vous allez stocker la configuration, donc moi je le mets à un endroit donné, puis Duplicati config, et ça va être le montage config dans l'image Duplicati. Les backups, c'est la cible, en fait, c'est là où vous allez envoyer vos sauvegardes. Donc c'est /backups dans l'image Duplicati, et moi je vais vous montrer, je l'associe à un chemin bien donné. Et pareil pour source, c'est l'origine, ce que vous voulez sauvegarder. Vous pouvez éventuellement faire des montages avec plusieurs sources. Et enfin, on fait un lien avec Docker, donc le varlib Docker, pour pouvoir avoir accès à Docker, pour pouvoir avoir quelques opérations d'administration sur Docker, et ça va être disponible sur le port 8200, donc on rend bien disponible par ce binding de port 8200. Le restart unless stopped, c'est pour dire, tant que le conteneur crash et tout ça, je le redémarre automatiquement, sauf si moi je le coupe manuellement, et j'ai rajouté réseau ici, mais ça c'est parfaitement optionnel, vous pouvez ne pas mettre cette section. Et donc, personnellement, en termes de réglage, donc les variables d'environnement que je vous ai montré, je vous rappelle, UID, GID, c'est celui de route, donc 00. La time zone, je mets Europe Paris, puisque je suis localisé en France, donc je mets Europe Paris. L'encryption key, c'est une clé alphanumérique, enfin de complexité assez élevée, mais qui doit être au moins de 8 caractères de long. Donc mettez quelque chose de secret, de bien généré avec 8 caractères de long. Le mot de passe, évidemment, un mot de passe fort pour accéder à l'interface graphique, mais vous pouvez le spécifier ici. Et pour les montages, ici, sur cette machine-là, je mets la partie
configuration de Duplicati dans Home Docker App Data, et puis ensuite vous aurez la fin du chemin qui est là, Duplicati config. Je mets le backup, donc la cible des sauvegardes dans Big, le disque que je vous ai montré tout à l'heure, Duplicati backup, et source pass, je mets le slash de la machine, comme ça j'ai accès à toute la machine, je peux sauvegarder ce que je veux de la machine. Évidemment, en fonction des cas de figure, en fonction du niveau de sécurité que vous allez vouloir, vous réglez ça un petit peu plus finement, pour éviter d'avoir un accès à tout, mais voilà, si vous voulez avoir accès à tout le montage, vous pouvez mettre slash si nécessaire. Je vous montre juste aussi, pendant que je suis connecté, que si je vais dans Big, j'ai bien un répertoire Duplicati qui existe, vous n'êtes pas obligé d'avoir pré-créé, mais si ici je fais un ls ou un lsal, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, donc je n'ai absolument rien à cet endroit-là. Par contre, dans mon home, j'ai actuellement des fichiers de configuration de Duplicati, donc ça je vais aller les enlever pour être sûr que je fasse la démo. J'ai préparé la démo, donc forcément j'ai vérifié que j'y arrivais, que tout fonctionnait bien, tout ça, mais je vous montre que j'efface tout. Voilà, j'ai plus de répertoire Duplicati, je suis tout propre sur cette machine, c'est comme s'il n'y avait jamais eu Duplicati d'installer. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a la stack qui est prête, que vous déployez avec l'outil que vous voulez, moi j'utilise Portainer, il n'y a plus qu'à faire update. Donc vous pouvez faire un pull si nécessaire, moi je ne fais pas puisque j'ai déjà l'image en local, et je fais update. Là ça va faire donc pull de l'image, puis up du conteneur, et vous pourrez ensuite aller voir ici dans les logs, et vous verrez que la version qui a démarré, c'est bien une version de Linux Server IO, c'est la 2.1.0.2 bêta, etc., c'est ce que je vous ai montré en LS227, c'est la latest, telle que je vous l'ai montré, donc à cet endroit-là. Donc si vous voulez en savoir plus, en particulier c'est très important pour suivre les changements, quand il y a des nouveautés, quand il y a des petites adaptations, et dont le chiffrement qui a été rajouté récemment, support for DB encryption et compagnie, c'est important de le voir arriver pour savoir qu'il y a des choses à faire, vous allez consulter ça là. Si vous avez bien fait tout ce qu'il faut, vous verrez que ça vous dit qu'il y a sur le port 8200, localhost, le service qui est disponible, et on va tout de suite aller vérifier ça. Donc je prends l'adresse IP de ma machine ou le nom de machine, peu importe, je rajoute 8200, et on va vérifier, c'est bon, j'y ai accès. On fait login ici, et on me dit ici quel est le mot de passe. Le mot de passe, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le mot de passe que j'ai mis dans la stack Portainer, je vous le remontre ici. Variable d'environnement, je vous l'avais montré qui était là, et moi j'ai mis juste un truc en dur, moche comme tout, mais parce que c'est une démo, password, j'ai mis password. Alors ici c'est une indication, ce qui est tapé, c'est pas pré-tapé password, c'est à moi de taper password. Je fais entrer, et on arrive dans l'interface de Duplicati, c'est là où je vous ai dit que Duplicati, dans sa version serveur, donc interface web, ne ressemble pas du tout à ce que vous pouvez voir sur le portail de Duplicati, surtout que c'est la version bêta de la 2.0, voilà, et ça fait très longtemps qu'elle est sous cet aspect-là. Donc en gros, on a un récapitulatif ici de toutes les tâches de sauvegarde, il n'y en a aucune, donc c'est pour ça que la page est toute blanche. On peut ajouter une sauvegarde, c'est ce bouton qui est là, on peut restaurer une sauvegarde, on peut gérer les paramètres, dont changer la passphrase du serveur, faire quelques petits réglages de sécurité, des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein de petits réglages sur le thème, sur la langue du navigateur, sur le canal de mise à jour, mais là ça ne nous concerne pas, puisqu'on est sur un environnement Docker, et si vous voulez ou pas envoyer des statistiques d'utilisation anonymes. Le à propos vous donne des indications de version, donc on voit à nouveau le numéro de version, les contributeurs initiaux, et les remerciements pour les contributions précédentes. Donc, Kenneth Skove2, qui était, je crois, suédois, je ne veux pas te dire de bêtises, c'est finlandais, suédois, mais en tout cas, c'est un projet, à la base, qui était juste une interface graphique pour un vieux client de sauvegarde qui devait s'appeler Duplicity ou quelque chose comme ça. Depuis, ça a beaucoup évolué, il est fait en C#, il est remis à jour très régulièrement, et la version 2.0 a vraiment énormément de contributions pour la remettre à niveau, pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est un projet qui est très vivant, et qui est très intéressant à voir évoluer, parce que même si l'interface PyPadmin, c'est vraiment un outil qui a énormément de capacités en termes de possibilités de sauvegarde. Donc là en haut, vous aurez la barre de statut qui vous explique ce qui est en train de se passer, donc s'il y a des sauvegardes en cours, avec une barre de progression, tout ça. Vous avez ici une possibilité de mettre sur pause les sauvegardes, et d'avoir des options pour limiter les enregistrements, surtout quand vous envoyez, si vous êtes sur des envois de backup, des choses comme ça, si vous avez besoin de limiter pour éviter de saturer votre connexion internet parce que vous avez d'autres usages en même temps.
Donc on va faire une sauvegarde, je vais faire un truc très basique, ensuite on ira voir sur mon environnement de production. Là c'est plus pour vous montrer que ça marche. Configurer une nouvelle sauvegarde, vous pouvez aussi, évidemment, si vous exportez vos sauvegardes, les réimporter, ça vous permet de vous remettre très vite dans un état de fonctionnement. Donc on va dire que la sauvegarde en question, je vais l'appeler démo. Vous pouvez dès le départ faire du chiffrement, même si vous envoyez vers des services qui vous proposent par défaut du chiffrement, vous avez la possibilité de chiffrer toutes les sauvegardes que vous faites. Et je vous conseille, même quitte à ce que ça fasse un double chiffrement, de toujours gérer vous-même le chiffrement. Par défaut, c'est un AES 256, c'est très 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 sécurisant, et vous avez besoin de générer une phrase secrète, donc une passphrase. Cette passphrase, faites très attention de bien la stocker, parce que sinon, bah évidemment, si vous la perdez, crash de machine ou autre, vous ne serez plus en mesure de débloquer vos enregistrements, et donc ce sera perdu. Donc moi ici pour la démo je mets pas de chiffrement, on vous dit que c'est très 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 déconseillé, mais si vous êtes en local sur votre machine, pas besoin de faire de chiffrement de disque à disque, éventuellement vous pouvez chiffrer vos disques si vous le voulez, mais là si on reste en local c'est pas gênant. Par contre dès que vous l'envoyez à l'extérieur, vous chiffrez, vous vous posez même pas la question, ne prenez pas de risque avec vos données. Suivant, donc ensuite c'est la destination, la cible. Moi je vous l'ai dit, la cible c'est Big, mais Big on le voit pas apparaître tel quel, puisque ce qu'on voit ici c'est la machine Docker, et donc la machine Docker ne connaît pas Big, ce qu'elle connaît, je vous rappelle ici, c'est ce qui est marqué ici, c'est backups. Donc ce qui était backup pass, donc Big, apparaît sur /backups, et donc c'est pour ça que vous l'avez ici, backups. Donc moi c'est ce que je choisis. Évidemment, si jamais cet endroit de la machine est protégé par utilisateur mot de passe, vous avez aussi la possibilité ici de saisir ce qu'il faut. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer vers d'autres cibles que des disques locaux, évidemment, et c'est là où vous voyez toute la puissance de Duplicati. Personnellement, j'utilise beaucoup tous les standards S3, parce que j'ai utilisé du Backblaze, et j'utilise maintenant de l'eDrive 2, donc ce sont des services qui sont compatibles S3, mais vous avez aussi tous les formats propriétaires de stockage. Donc ça vous permet d'avoir ici une liste assez complète de choses à faire. Évidemment, vous avez les grands standards, le SFTP et les choses comme ça. Je vous conseille d'utiliser des standards du marché plutôt qu'utiliser des formats propriétaires, mais il y a un certain nombre en fait qui sont supportés comme ça tel quel directement par le type de stockage distant. Donc nous on va faire local folder puisque je reste en local pour la démo. Évidemment, si vous avez des configurations un petit peu compliquées en fonction de ce que vous choisissez, vous pouvez faire tester la connexion ici, et ça va vous dire si le backup, donc la destination, est accessible ou non. Et puis vous avez plein de réglages possibles pour aller modifier la manière dont la connexion au chemin distant va se passer. Voilà. Donc là vous verrez en fonction de ce dont vous avez besoin, en fonction des spécificités de ce que vous mettez. Donc on fait suivant, et ensuite on va devoir définir là où les sources. Donc moi je vous l'ai dit, les sources elles sont aussi dans cette pseudo-ordinateur qui est le conteneur Docker, dans source. Et dans source ici, je vais avoir l'accès à toute la machine, donc vous voyez que j'ai tous les montages de la machine, dont Big, mais j'ai aussi Home Docker, donc c'est là-dedans où on va aller. Et pour la démo, je vais sauvegarder les AppData de cette machine. Donc je vais sauvegarder en particulier le service MDAL, je vais le faire tomber ce service MDAL et je vais le restaurer pour vous montrer que ça fonctionne. Si vous cliquez à nouveau, vous pouvez exclure un répertoire ou l'inclure et vous avez plein de capacités en termes de filtres, en termes de type de fichier, en termes de passe de fichiers, enfin de chemin de fichier, d'extension et de choses comme ça pour aller finement choisir ce que vous voulez sauvegarder ou ne pas sauvegarder. Donc à nouveau, je fais très simple, mais vous voyez qu'ici, on peut mettre des expressions sur le nom, les extensions, les types de fichiers. Donc on peut aller assez loin dans les capacités d'expression sur ce qu'on fait. Suivant, ensuite on a ici les planifications. Donc les planifications, ça va être pour faire fonctionner automatiquement ces tâches de sauvegarde. Donc vous définissez si vous voulez que ça tourne tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, toutes les minutes, etc. C'est pas quelque chose qui est en temps réel. Il faut comprendre que c'est pas à chaque fois que vous allez modifier un fichier que Duplicati va se déclencher. Donc il se déclenche à politique régulière, à vous de définir en fonction des données que vous voulez sauvegarder, à quelle fréquence vous voulez sauvegarder. Donc par exemple ici vous pouvez dire tous les jours, et puis on peut très bien faire par exemple un jour sur deux. C'est pas vraiment un jour sur deux parce que de toute façon il y a 7 jours dans la semaine, mais vous comprenez l'idée, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire. Quoi qu'il arrive, vous pouvez aussi démarrer les sauvegardes manuellement. Donc c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le planifier si vous voulez vous en charger manuellement ou si vous voulez externaliser le déclenchement. Ensuite, ici vous avez la découpe en volume, puisque les sauvegardes ça peut vite être très volumineux. Donc pour éviter
d'avoir des fichiers très gros et très compliqués à maintenir, vous avez la possibilité de définir des fragments de fichiers qui vont être mis en ligne. Et vous avez aussi quelque chose qui est très important, c'est la rétention de sauvegarde. Donc vous pouvez avoir une rétention illimitée, donc jamais Duplicati ne supprimera quelque chose dans la partie backup, mais vous avez aussi la possibilité de dire tout ce qui est antérieur à telle date, par exemple, tant de jours, tant de semaines, tant de mois sera supprimé. Vous avez une sauvegarde en termes de nombre. Si vous maîtrisez un petit peu ce que vous faites, ça peut être une option. Sinon, je vous conseille pas de choisir un nombre de sauvegardes. Une rétention intelligente qui est très très intéressante puisque en fait, elle va être dépendante de la période de temps. Donc sur la dernière semaine, vous allez avoir énormément de sauvegardes. Et puis ensuite, vous allez avoir les 4 dernières semaines, les 12 derniers mois. Donc si vous avez des sauvegardes du genre photos ou documents qui évoluent assez peu sur le long terme, mais pour lesquels il y a peut-être beaucoup d'évolutions très rapides au cours de la semaine, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser, c'est personnellement ce que j'utilise. Et ensuite, vous avez des rétentions très personnalisées, et là c'est vous qui allez les configurer. Donc pour ça, il y a de la documentation. Moi, je vais vous mettre donc la rétention intelligente. Donc on fait enregistrer, et voilà, on a maintenant une entrée. Donc évidemment, ici, on peut en avoir plusieurs. Si on clique sur la petite flèche, vous avez des options en fait sur cette sauvegarde, dont le fait de pouvoir la démarrer. Donc je vais la démarrer tout de suite, comme ça vous allez la voir. Donc on voit là-haut, prochaine tâche, donc c'est le vendredi à 13h, mais je peux la démarrer maintenant. Donc on voit que c'est très très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à sauvegarder, mais je lance démarrer, et vous voyez qu'il m'a fait actuellement 2 versions, et on voit, alors c'est très rapide, ici on voit que les backups fonctionnent, hein, il y a un rapport, mais on voit que il fait des choses, on voit que ça bouge un tout petit peu les sources, et donc à chaque fois, il y a quelque chose à sauvegarder. Alors pourquoi il y a quelque chose à sauvegarder? C'est parce que je lui dis de sauvegarder Home Docker, et dedans il y a Duplicati, et comme je touche à Duplicati, forcément il y a des petites choses qui sont mises à jour. Voilà, donc vous avez des informations, et vous avez toujours la possibilité d'avoir des informations sur les journaux. Donc ici vous avez l'ensemble des sauvegardes, et il vous explique ce qu'il a fait, donc avec les étapes de test, de compression, puisque vous avez plein d'informations sur comment la sauvegarde a été faite pour être sûr que la sauvegarde a été faite correctement, puisqu'en fait c'est quand même un poste critique, la sauvegarde, donc Duplicati est très sérieux dans ce domaine. Évidemment, il fait des sauvegardes incrémentales, donc il est capable aussi d'optimiser sa manière de sauvegarder les données. Donc évidemment, qui dit sauvegarde dit restauration, donc vous avez ensuite la possibilité d'aller restaurer des fichiers. Donc vous avez ici une espèce de frise chronologique. Alors c'est là où ça pêche un petit peu, c'est que c'est compliqué de savoir ce qui a évolué au cours du temps. Par contre, vous voyez la liste de toutes vos sauvegardes, vous pouvez en sélectionner une, et vous avez la possibilité ici de voir ce qui a bougé. Donc par exemple sur Heimdall, vous avez les logs, des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez aller sélectionner un répertoire, vous pouvez sélectionner un fichier et le restaurer. Donc je vais faire exprès de faire tomber en panne ce service après pour vous montrer la restauration, mais pour le moment je ne vais pas plus loin. Je continue à vous montrer vite fait les différentes capacités. Donc vous pouvez retourner ici avec édition dans ce qu'on a vu tout à l'heure, donc comment on fait pour modifier les réglages qu'on a fait, c'est comme ça, on clique sur édition et vous retournez dans les panneaux d'origine. Vous pouvez exporter votre configuration si jamais vous voulez, vous avez vu après, la réimporter ici depuis un fichier. Donc c'est très pratique et ça va très vite pour recréer vos données. Supprimer, si vous voulez supprimer cette entrée-ci. Vérifier la base de données, donc là on vous dit les informations de sauvegarde pour que Duplicati sache où il en est, c'est sauvegardé dans une base de données. C'est dans le pass config que je vous avais montré ici, donc ce qui est là. Donc c'est très important que ce fichier-là soit lui aussi sauvegardé et préservé, parce que sinon Duplicati ne sait plus exactement où il se trouve, et il est obligé d'aller réparer pour savoir, faire une comparaison en fait pour savoir ce qu'il avait sauvé. Donc c'est pas une bonne chose de perdre cette base de données. Vous pouvez vérifier les fichiers, compacter si jamais vous avez trop de sauvegarde et que vous voulez un petit peu gagner de place, déclencher la ligne de commande, le journal je vous l'ai montré, et un rapport d'erreur s'il y a un souci. Voilà, puis là vous avez des petites informations techniques. Donc je vais vous montrer maintenant en tant que tel comment ça fonctionne. Donc on va aller voir le service qui s'appelle Heimdall. Donc normalement j'ai Heimdall qui est déployé sur cette machine, je vais vérifier, il est sur le port 8080. Donc voilà le service Heimdall, il a l'air d'être fonctionnel, vous voyez, il est là, j'ai les possibilités de gérer les utilisateurs et tout ça. Donc le service est fonctionnel. Je vais le casser ce service, donc je vais éteindre le conteneur, et puis je vais le casser pour faire en sorte qu'il ne démarre plus. Donc le service est arrêté, on va aller dans Heimdall et je vais lui détruire sa configuration. Donc pour le coup je vais être assez méchant. Je vais faire une suppression de tout le répertoire Heimdall, donc je vais perdre en gros
tout ce que j'avais fait. Alors évidemment, j'ai pas les droits, donc on va faire le nécessaire. Voilà, et donc là je viens de supprimer Heimdall. Donc si jamais j'essaye de démarrer à nouveau le service, très probablement ça va mal se passer. Voilà, il n'y a pas d'application, il y a un problème, il n'y a pas l'utilisateur, donc il existe toujours évidemment, mais j'ai perdu ma configuration. Donc là, clairement il y a un souci, on va vérifier si je peux restaurer Heimdall. Donc on va aller dans cette démo, je vais aller juste, vous allez voir c'est très facile, restaurer les fichiers. Donc ici on voit qu'on a un accès à d'état qu'il y avait à 22h32, donc évidemment je peux choisir dans mes sauvegardes, je choisis Heimdall, je fais continuer, je dis de restaurer dans l'emplacement d'origine et d'écraser si jamais il y a des fichiers qui existent déjà, et je peux même restaurer les permissions. Je fais restaurer, donc là il a dit que normalement c'est bon, tout a été restauré. On va aller vérifier si le système de fichiers le voit apparaître. On voit que le répertoire Heimdall est arrivé, et donc si je vais dedans, normalement j'ai des fichiers. Je vais redémarrer le service ici qui se trouve là, donc je fais stop. Bon, j'aurais pu faire restart, ça aurait été beaucoup plus simple. Stop et start, et on va vérifier si mon Heimdall est à nouveau opérationnel. Voilà, il est restauré. Donc ici c'était un service Docker qui était sauvegardé par Duplicati. Évidemment, ce type de sauvegarde, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de choses et pas spécifiquement des fichiers un peu techniques comme Docker, ça peut être des documents, des choses comme ça, et ça je vais vous montrer sur ma machine à moi, donc mon serveur de production qui lui stocke vraiment toutes mes données personnelles et est vraiment critique. Donc on se retrouve maintenant sur mon environnement de production. Alors ici, exceptionnellement, je passe par mes adresses IP internes pour éviter d'avoir mes URL qui filtrent et tout ça dans mes vidéos, mais normalement je passe par mon reverse proxy, donc j'ai ici mes adresses, mes URL en fait, mes noms de domaine et tout ça, hein. Donc on a un environnement, j'ai qu'un seul environnement Docker sur cette machine avec 9 stacks. Donc je vous remontre vite fait, comme ça vous voyez l'ensemble des services que j'utilise, parce qu'il y a aussi mes stacks inactives, c'est des services que j'utilise soit de temps en temps, soit que j'utilisais mais que j'utilise beaucoup moins maintenant. Donc vous voyez dedans Duplicati, et surtout ce que vous voyez c'est que je l'ai déployé à peu près dans la même manière que ce que je vous ai montré. Les différences, c'est que j'ai différentes sources. Donc vous voyez ici, par exemple, deux montages, source classique et source SSD, parce que j'ai plusieurs points d'entrée. J'ai aussi des petites subtilités, dont l'utilisation de Dune quand je l'utilise, et l'utilisation de Homepage, qui remplace en fait Heimdall maintenant sur mon serveur. Donc j'ai des réglages qui sont faits par Label, mais c'est des choses qui sont complètement optionnelles, donc vous n'avez pas besoin, mais vous voyez que le reste des réglages sont les mêmes. Et par contre, j'utilise fortement les réseaux, et donc pour le coup, ici, j'ai directement les réseaux duplicatifs qui sont très importants pour mon reverse proxy. Et puis le port est un tout petit peu différent, le port 8200 était occupé sur cette machine, là j'ai ouvert sur le port 8222, mais sinon ce port est fermé, on ne peut pas accéder autrement à ce service quand je fais pas des démos comme maintenant, que par l'adresse, par le reverse proxy pour avoir une sécurisation maximale. Donc ça c'est pour le déploiement, ce qui fait qu'ensuite ici, on voit ici que Duplicati est en cours d'exécution, donc là par exemple on voit qu'il fait tourner la tâche de backup Docker AppData, il fait une énumération, ça veut dire qu'il regarde ce qui a changé, et on voit qu'il gère actuellement plus de 50 gigas de données dans cet endroit-là. Donc qu'est-ce que j'ai comme type de sauvegarde? Moi j'ai mis des noms qui me parlent bien, j'ai mes photos, alors c'est mes photos personnelles, mes documents personnels, mes vidéos personnelles. Quand on parle de vidéo ici, hein, c'est vraiment ce que moi j'enregistre avec smartphone, caméra vidéo et des choses comme ça. Je parle pas du tout de films ou de choses de ce type-là. J'ai l'AppData de Docker, et on voit qu'il est actuellement en train de faire la sauvegarde. On la voit ici, et on la voit aussi progresser ici. Et on voit où il est exactement dans l'arborescence en train de faire cette sauvegarde. Donc on voit que c'est des très très grosses données, puisqu'ici on voit que j'ai 14 versions, ce qui n'est pas énorme, pour 151 gigas de données. Donc évidemment, comme c'est versionné de manière incrémentale, même si lui détecte 133 gigas de données, comme il y a des changements sur ces 133 gigas qui viennent en doublon et qu'il est obligé de stocker les différentes variantes des fichiers, eh bien forcément, ça coûte beaucoup plus d'avoir une sauvegarde incrémentale. Donc, si jamais vous externalisez cette sauvegarde, et c'est ce qui est un petit peu plus bas, je fais de l'eDrive 2, si vous externalisez votre sauvegarde, forcément, il faut dimensionner en fait la taille du stockage que vous allez acheter à votre prestataire de service, ou que vous allez demander, je sais pas, à un ami, à une connaissance de confiance, si vous faites du stockage distance sur une de ces machines, il va falloir la dimensionner par rapport à une estimation de ce que coûte le stockage avec du versionnage. Donc voilà, moi j'ai
ça qui est stocké, donc j'ai photo, document, vidéo en local, pour avoir une sauvegarde locale, si jamais j'ai des crashs de disque, je peux restaurer très vite à partir de ce que j'ai en local. Si jamais c'est toute la machine qui est détruite, ou éventuellement le logement qui est détruit, j'ai du stockage externalisé, et à nouveau, je vous renvoie vers ma vidéo sur les bonnes pratiques en termes de sauvegarde. On est dans la phase stockage externalisé des données. Donc évidemment ici moi j'ai choisi le service eDrive 2 qui est payant, vous pouvez utiliser d'autres services en fonction de vos affinités, votre budget et des choses comme ça. Ça peut être du OneDrive, du Google Drive ou des prestataires de qualité dont iDrive ou toutes les Amazon S3 et les Backblaze et des trucs comme ça. Je sauvegarde aussi AppData, donc ça c'est tous mes conteneurs de manière à pouvoir les restaurer très rapidement et surtout identifier si j'ai une régression lors d'une mise à jour, remettre le conteneur exactement dans l'état où il était avant la sauvegarde. Et juste pour gagner du temps, je sauvegarde aussi des configurations Docker. C'est principalement les Docker Compose, pour faire très simple, pour pouvoir les remettre dans l'état où ils étaient avant. Donc je le laisse un petit peu travailler juste pour qu'il avance. Quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez savoir ce qui se passe, je vous l'avais montré juste avant, mais je vous le remontre. Vous allez dans les avancées ici, vous avez le journal. Ce qui est très important de voir, c'est que sur des vrais systèmes où vous stockez, vous faites des sauvegardes de données, il peut y avoir des fichiers qui sont par exemple bloqués. Ici par exemple je vous montre, très probablement il va vous dire j'ai pas pu ce fichier là parce que le fichier était utilisé par un autre process. Ça peut arriver, mais il vous en informe s'il y a un souci. Ça c'est à nouveau l'onglet général donc qui résume l'opération. C'est très important de voir s'il n'y a pas d'erreur. Si c'est un avertissement, en général il retente et tout ça, c'est pas très grave. Par contre si c'est une erreur, c'est qu'il n'a pas pu faire, donc c'est plus embêtant. Et quoi qu'il arrive, il y a des étapes. Et on le voit d'ailleurs apparaître ici, quand il fait le décompte des fichiers, l'envoi des sauvegardes et tout ça. Donc il vous explique toujours dans le détail ce qu'il fait. Lister les fichiers distants, vérifier. Ensuite il envoie des N archives qu'il a créées en fonction de la taille des sauvegardes que vous avez demandé. Et il vérifie ensuite si des fichiers sont correctement présents et sans erreur, donc avec des hash et tout ça. Et enfin, il fait un nettoyage final, donc on voit ici, pour remettre la liste des sauvegardes comme elle devrait l'être. Si jamais vous avez demandé, par exemple, le nettoyage intelligent, les choses comme ça, il va remettre tout d'aplomb pour que ça représente ce que vous voulez. Donc voilà en gros le principe général de Duplicati. Vous voyez que vous pouvez l'appliquer sur des documents de standard, donc je vous redis, photo, document, vidéo, en local, donc pour faire de l'archivage ou de la sauvegarde locale, automatisé ou non en fonction de si vous mettez des sauvegardes régulières, donc un scheduler, donc une automatisation. Vous pouvez aussi éventuellement le faire pour des fichiers plus techniques. Moi je sauvegarde toute la partie technique de Docker, comme ça s'il y a un gros couac, je peux tout retrouver, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gros soucis. Pas directement nécessairement de ma faute, ça peut être une mise à niveau qui se passe mal, ça peut être même une opération que moi je pensais bien faire, que j'ai mal faite, ça me permet de revenir en arrière et d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Ça veut pas dire qu'il faut faire les choses n'importe comment, mais comme ça au moins je sais que je suis rassuré sur ce qui est sauvé. Et évidemment une sauvegarde hors site avec de l'eDrive, avec du chiffrement, des choses comme ça, donc des trucs un petit peu plus poussés. Donc si je remonte par exemple mes documents personnels sur eDrive, on a bien un chiffrement AES, et dès que vous sortez de chez vous, ne vous posez pas la question, c'est chiffrement, phrase secrète avec une complexité qui est suffisamment forte pour pas qu'elle puisse être déchiffrée. Quand vous êtes en local, là c'est vous qui voyez. Moi je fais pas de chiffrement parce que j'ai pas de soucis particuliers de sécurité. Si vous voulez vraiment vous rassurer, vous pouvez là aussi chiffrer, mais normalement il n'y a pas besoin. Et puis au pire, vous pouvez avoir le chiffrement des disques. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller surchiffrer quelque chose. Voilà en ce qui concerne le service Duplicati, j'espère qu'il vous a convaincu, et puis s'il vous a pas convaincu, au moins vous aurez vu comment il fonctionne. Vous pourrez toujours aller chercher des alternatives, je vais vous expliquer comment faire, il y en a qui existent, avec des interfaces graphiques ou en ligne de commande, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vous ai présenté ce qui correspond à mes besoins et ce qui marche bien dans ma situation. Évidemment, cette vidéo clôture quelque part la série de vidéos sur les sauvegardes de données, j'en ai déjà fait beaucoup, je vous ai expliqué dans le détail comment on prend des fichiers d'une machine quelconque, comment on les met sur notre machine, et ensuite comment cette machine peut faire ses sauvegardes sur d'autres disques ou à l'extérieur, et
faites très attention à bien respecter ce principe de sauvegarde. Je vous conseille, quoi qu'il arrive, et je vous le redis, d'aller consulter cette vidéo qui vous resynthétise tout sur les mécaniques de sauvegarde et comment bien s'y prendre, parce que si jamais vous loupez des étapes, en cas de pépin, matériel ou humain, virus et compagnie, incendie, inondation, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, même du vol, vous allez être face à cette évidence que vous avez peut-être sauté une étape et il va vous manquer des choses. Donc faites très attention, soyez précautionneux avec vos données. Et en utilisant des logiciels automatisés et fiables comme Duplicati, normalement vous devriez au moins vous faciliter la tâche pour ce type d'automatisation. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.